Développez vos connaissances en regardant votre magazine avec WinDev, logiciel professionnel de développement. Zemmour et Nolot, le retour. L'un a publié La Voix, l'autre donne volontiers de la voix. Tous deux ont compris qu'à débattre sans péril, on dialogue sans gloire. Leur livre d'entretien s'intitule justement Au péril des idées. Nous accueillons Edgar Morin et Tariq Ramadan. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Au péril des idées, c'est aux presses du Châtelet. Alors c'est un livre à part, non seulement par votre personnalité, mais parce que dans ce livre, vous vous inscrivez dans le temps long. On a plutôt l'habitude des intellectuels médiatiques qui interviennent sur les sujets très brûlants, d'actualité. Voilà, c'est un peu au coup par coup. Là, vous prenez beaucoup de hauteur, de surplomb. Est-ce que Tariq Ramadan, vous pensez que c'est ça le véritable rôle de l'intellectuel, en fait, d'être plus dans la spéculation que dans la réaction immédiate? Non, il y a les deux. Il y a les deux, c'est vrai. Je pense là, je parle plutôt de la première partie. Voilà, la première partie, je pense que nous devons faire ce travail-là. Ce qui manque aujourd'hui au débat intellectuel, transversalement, je dirais dans tous les pays du monde et en France en particulier, c'est la prise de temps, le temps de la réflexion. Edgar Morin a une mémoire phénoménale, il apporte des éléments qui, comprenant le passé, nous permettent de mieux aborder les questions du présent. Donc il faut ce temps-là et je pense que c'est une nécessité. Ça manque au débat aujourd'hui et puis de temps en temps, nous avons à le faire, réagir aux événements et aux réalités contemporaines. Il faut faire les deux. Edgar Morin, vous êtes sur cette ligne. L'intellectuel doit prendre un peu de recul. Écoutez, moi je pense qu'aujourd'hui, les intellectuels, dans un monde qui est livré aux spécialistes, ou bien au calcul, doivent penser, essayer de traiter les problèmes fondamentaux et globaux de notre temps. Ce qui du reste est très difficile et ils peuvent se tromper. Alors je pense que le rôle est dans ce livre, effectivement, on aborde des questions d'actualité, mais en même temps, on essaye de les inscrire dans une réflexion et dans une pensée. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a une crise de la réflexion, une crise de la pensée. Les experts voient des morceaux de la réalité qui n'arrivent pas à coller et les journalistes sont pris dans l'immédiat. Et voilà donc, je ne dis pas qu'on a réussi, mais je dis que c'est ça, pour moi, la fonction importante des intellectuels. Le malheur, s'ils ne sont pas tous à la hauteur de cette fonction. Alors, question subsidiaire avant de lâcher Zemmour sur le livre. Vous savez déjà ce qu'il en pense, il lui a consacré un article. Absolument. Quel effet ça vous a fait d'avoir dialogué avec le diable, monsieur Morin? Parce que vous savez, pour beaucoup, Tariq Ramadan, ici, assis à côté de vous, est le diable, alors. D'abord, pour moi, je ne connais pas de diable, véritablement. Et que même... Ouais, le diable est en nous. Et que le diable est en nous. Vous savez, il y a des conceptions, n'est-ce pas, qui fait que Satan, quand même, il a un bon côté. Dans ce côté négatif, n'est-ce pas, d'ailleurs, dans la pièce La tragédie de l'homme de l'auteur hongrois Mardach, Dieu à la fin dit « Satan, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta négativité, de ta critique. » Alors, premièrement. Ensuite, oui, parce qu'il attend une défense plus enthousiaste. Il est déçu. Pour moi, c'était quelqu'un dont je connaissais toutes les critiques, double langage, double pensée, etc. Mais surtout, je pensais qu'il était représenté un courant religieux, je dirais, non pas intégriste, mais disons assez strict. Et moi, je me disais, c'est intéressant de discuter avec quelqu'un qui est coriace, parce que moi-même, je suis parfois un peu coriace. Et donc, j'ai pas trouvé un coriace, ni même un curiace dans ce débat. Et très rapidement, nous avons fraternisé, ce qui a beaucoup étonné Éric Zemmour. Non, ça m'a pas étonné, ça m'a déçu. Parce que, oui, je vais vous dire, parce qu'en fait, le titre, vous auriez dû changer le titre. C'est pas au péril des idées, c'est au confort de la conversation peinard entre amis. Vous êtes d'accord sur tout. Non mais c'est un vrai problème du livre. Autant j'étais d'accord avec vous quand vous dites, et Monsieur Ramadan dit la même chose, il faut prendre de la hauteur, il faut essayer de globaliser les problèmes, parce qu'on règne des experts et des spécialistes. Là, je vous approuve 1000 fois, mais sur le fond, vous êtes d'accord sur tout. Donc il y a une grande déception. Et j'essayais de comprendre, puisque j'ai fait ce papier-là, donc vous voyez, j'étais à découvert, si j'ose dire, avant de vous recevoir. J'essayais de comprendre pourquoi vous étiez d'accord sur tout. Et c'est ça que j'ai essayé de découvrir ça. Et en fait, je crois avoir compris. C'est que ça part de vous, en fait, Monsieur Morin. C'est que
comment vous dire, il ne peut pas y avoir de contradiction à partir du moment où vous n'avez plus d'identité. C'est-à-dire qu'à force de dire être français, ce n'est qu'un adjectif, l'universalisme, qu'il n'existe plus d'étrangers, à force de dire ça, à force de dire qu'il n'y a plus rien, qu'il n'y a plus qu'un monde comme ça, une planète avec des gens qui s'agitent dessus, et qu'il n'y a plus d'identité, qu'il n'y a plus de nation, qu'il n'y a plus de France, il n'y a plus rien. Et donc, Monsieur Ramadan rentrait comme dans du beurre là-dedans, c'est que c'était facile pour lui, évidemment, mais oui. Vous êtes très paradoxal, allez-y. Parce que, tout d'abord, moi j'ai jamais dit qu'il n'y a plus de nation. Moi je crois à la réalité de la nation. Écoute-moi. Moi je n'ai jamais dit que tout le monde est anonyme. Au contraire, dans mes autres œuvres que peut-être vous n'avez pas lues, mon livre par exemple qui s'appelle La Voix, je pense que c'est très... Et que non seulement la mondialisation, plus elle s'avance, plus on doit respecter les singularités, les territoires. Je pense que... Non, vous dites quand même... Vous donnez une image, vous n'avez pas compris. Ah, ça y est, j'ai pas compris. Non, vous mais je vais dites dire... comprendre qu'il n'y a pas d'étrangers. Attendez, je vous cite. Comprendre qu'il n'y a pas d'étrangers, c'est pour moi le fondement de tout humanisme régénéré. Pour moi, ça veut dire la mort de la nation. S'il n'y a plus d'étrangers, il n'y a plus de nation. Mais non, mais vous arrivez à des déductions trop hâtives. Dans le fond, Montaigne, représentant typique de la culture française, il a dit, pour moi, tout être humain est un compatriote. Est-ce que vous allez dire à Montaigne, vous êtes un définir... Non, écoutez. Non. Mais il n'était pas dans la mondialisation, Montaigne. Il était dans la Montaigne était un descendant de famille juive convertie. Qu'on prend pour un typique... Tariq Ramadan, parce qu'il y avait une question pour les deux. Mais attendez. Non, ce que je veux dire... C'est très difficile, mon métier, un mot. Parce que vous avez mis en cause le titre « Le péril des idées », vous avez raison. Bah oui. Alors, c'est vrai que l'éditeur a voulu ce titre, moi j'y croyais pas tellement. Merci. Mais, dans un deuxième temps, je sais que défendre des idées, c'est toujours périlleux. Certes. Et moi, même pour ce livre, à propos de ce livre, j'ai reçu quelques insultes de la part de qui vous savez. Donc, je quand même... Et puis alors, j'ai pris un certain danger, puisque j'étais soi-disant honorable et que lui est un diable, j'ai pris un certain danger à m'exposer dans ça. Donc, il y a un petit péril. Il ne faut pas exagérer. Réponse de M. Ramadan. Trois points très rapides. Le premier, sur le titre « Au péril des idées ». La question n'est pas de savoir si nous sommes d'accord ou pas. Le fait que nous soyons d'accord, d'abord, c'est une bonne nouvelle. Moi, je trouve pas. Non, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que ce qui est contenu, le péril des idées, c'est ce sur quoi nous sommes d'accord. Et ce sur quoi nous sommes d'accord, effectivement, ce sont des idées qui sont pas dans l'air du temps et qui provoquent d'ailleurs votre réaction, qui sont plus dans l'air du temps, malheureusement. Malheureusement. Je vais venir. Mais par exemple, pour illustrer votre propos. Non, simplement ce qui vient d'être dit. Mais je vais y venir de toute façon. Non, laissez-moi terminer. Premier élément, c'est que nous sommes d'accord sur un certain nombre de thèses. Sur la question de la France, sur la question du fait, justement, de pouvoir dire, avant même que l'on construise une idée de la nation qui soit fermée, reconnaissons la communauté de notre humanité. C'est ça que veut dire. C'est une évidence. Non. Mais c'est dans la Bible, tous les gens viennent d'Adam. Voilà. Non, je ne vous parle pas de cette évidence-là. Je vous parle du fait que votre propos sur la nation française est un propos qui est exclusiviste. Vous êtes dans le rejet. On va en parler, je vous attends, ne vous inquiétez pas. Non, moi aussi. Allez-y, je vous en prie. Mais vous m'avez déjà trouvé, ne m'attendez pas. Donc en l'occurrence, ça c'est un premier élément. Le deuxième élément, qui concerne ce que vous avez mis en évidence par rapport à le double problème que vous avez. Vous avez un double problème, c'est d'abord la compréhension que vous avez de la France et comment vous imaginez-vous la nation. Et là, il y a un vrai problème. C'est-à-dire que vous monopolisez une idée de la France que vous pensez être la seule qui soit possible. Et attendez, laissez-moi terminer. Et donc, en l'occurrence, aujourd'hui, la France, ça n'est pas votre traduction seulement. C'est une France aujourd'hui qui est plurielle au niveau des mémoires, diverse au niveau des identités et qui doit être celle qui permet la coexistence. Ça, c'est un. Et l'autre problème que vous avez, donc vous voyez, vous avez un double problème, là, en l'occurrence, c'est la compréhension de l'islam. Et vous avez... Non, je ne vous psychanalyse pas, je vous déconstruis, ce qui est encore pire. Et en l'occurrence ici, c'est l'idée que vous avez de l'islam, ou l'idée, à partir du moment où on est musulman, on a un problème avec la France. C'est vous qui avez un problème avec les deux. Monsieur Ramadan, Nolo a raison, vous pouvez prendre ma place, parce que c'est exactement les deux thèmes que je comptais aborder avec vous. Donc le premier, vous dites à un moment,
vous, lorsqu'on vient me dire, oui, vous, les occidentaux musulmans, il faudrait que vous vous intégriez enfin, je réponds, ça suffit, je suis chez moi, je n'ai pas à être intégré. On a compris que vous parliez, vous, pour la Suisse, et que vous parliez pour en Occident en général. Sauf que, c'est vous, je trouve, qui avez un problème. Et je vais vous expliquer très bien. Normalement, une nation, c'est pour ça que je m'en suis d'abord pris à Monsieur Morin, parce que je pense qu'une nation... Non, attendez. Normalement, il y a une nation, ça veut dire qu'il y a une solidarité nationale et qu'on se sent solidaire et que ça ne veut pas dire qu'on déteste les étrangers, qu'on leur fait la guerre. Ça veut dire que on n'a pas la même solidarité avec les nationaux qu'avec les étrangers. Et que les nationaux, et c'est là où je ne suis pas d'accord avec vous, pardonnez-moi, la France, c'est un pays qui a reposé sur l'assimilation. C'est-à-dire qu'on devenait le même. À partir du moment où il y a un autre qui est sur notre sol, qui est un étranger, il a le droit d'être l'autre et de rester l'autre, seulement il n'a pas le droit de demander les mêmes droits que le même. C'est exactement ce que vous faites. Vous nous dites, moi je veux rester l'autre, vous comprenez, j'ai une culture brillante, 1000 ans derrière moi, je veux rester l'autre. Je ne veux pas m'assimiler. Oui, c'est ce que vous dites. Quand vous dites on n'a pas à s'intégrer. C'est une lecture zémorienne de choses que je n'ai jamais dites. Pas du tout. Quand vous dites je n'ai pas à m'intégrer. Vous avez une capacité de lire avec votre esprit des choses qui n'ont jamais été dites. C'est normal, c'était pour ça. Monsieur Ramadan. Attendez. Alors écrivez un livre sous mon nom. Non. Quand vous dites, je réponds, ça suffit, il faudrait que vous vous intégriez, je suis là. Vous n'êtes pas, ça ne suffit pas. Non, vous ne pouvez pas être à la fois l'autre et le même. Mais non, c'est pas. Je suis désolé, c'est un problème fondamental. Je rappelle que les invités sont là. En l'occurrence, il n'y a jamais dans mon discours une question de l'autre qui est le même. Mais non, mais laissez-moi terminer. Non, mais parce que c'est faux. Ah, vous savez mieux que moi ce que je pense. Moi, je vous lis. Non, vous me dites que je n'ai jamais dit. Monsieur Morin. En l'occurrence, laissez-moi terminer. La première des choses, c'est que quand je dis je suis déjà intégré, je suis déjà chez moi, qu'est-ce que je dis? Je dis que la citoyenneté, elle est acquise, le respect de la loi commune est acquis, et que ce que je veux aujourd'hui, c'est qu'on applique, par exemple, la laïcité pour tous de façon égalitaire. Et que sur le plan, laissez-moi terminer, sur le plan du travail, sur le plan de voilà ce que je veux dire, et qu'aujourd'hui, l'histoire commune de la France, c'est des mémoires plurielles qu'il va falloir reconnaître. Oui, vous ne pouvez plus. Non, mais je suis pas d'accord. Excusez-moi, je suis pas d'accord avec vous. Non, mais parce que vous faites en fait un blocage sur la mémoire de Français qui sont français autant que vous, qui sont juste immigrés de moins longue date parce que vous êtes aussi immigrés et qui ont intégré à la mémoire française, la mémoire de l'Algérie, du Maroc et autres. Et ça fait partie de la France. Ça c'est un. Donc il n'y a pas d'autre. Ça c'est la France. C'est vous qui décrivez l'autre parce que vous avez réduit la France. Deuxième élément. J'ai pas terminé. Deuxième élément qui me paraît aussi déterminant ici, c'est que quand je dis arrêtez de me dire systématiquement intégrez-vous, regardez ce qui est en train de se passer. Je vous dis assimiler. Mais assimiler c'est quoi? Assimiler c'est que je fasse quoi? Je vais vous donner un exemple. Que je ne pratique plus ma religion? Pas du tout. Ou que je change mon prénom? Pas du tout. Vous aimeriez que je m'appelle Eric avec la tête que j'ai? Oui, absolument, par exemple. Mais moi aussi j'ai une tête. Mais ça c'est un argument bidon, monsieur Ramadan. Non. Moi aussi, j'ai la même tête que vous. Non, concrètement. Monsieur Ramadan, je vais vous donner un exemple concrètement. Sur le marché de l'emploi, des jeunes. Et ben justement, s'il s'appelait François au lieu de Mohamed, il serait plus en. Je vais vous dire une chose. Que ça vous plaise. Concrètement, ils envoient leur CV. Ils arrivent, ils n'ont pas d'accent. Même ils sont au téléphone. Quand on voit même pas leur prénom, leur faciès, ça marche pas. Et vous le savez très bien. C'est faux, monsieur Ramadan, je ne suis pas d'accord avec ça. J'ai le même faciès que vous, les sémites tous les deux. Je suis désolé. À vous dire que je reprends la formule de Jaurès disant un peu d'internationalisme éloigne du patriotisme et beaucoup d'internationalisme rapproche du patriotisme. Et Jaurès disait la nation est le seul bien des pauvres. Citoyen du monde ne m'empêche pas d'être profondément citoyen français. Ça ne m'empêche pas d'avoir mes ascendances qui sont juives, qui sont espagnoles, qui sont italiennes, mais je suis fondamentalement français, mais j'ai plusieurs facettes dans mon identité. Alors, c'est vrai que la solidarité nationale, mais ça j'ai jamais nié, parce que vous avez caricaturé mon propos. Heureusement que j'ai mes œuvres pour moi. Alors, maintenant, je veux dire que c'est vrai qu'il y a une solidarité, mais nous sommes entrés dans une époque de solidarité de tout le genre humain, nous vivons les mêmes périls, les mêmes problèmes, et ce côté dont il faut rendre compte. Alors, voilà un petit peu, il faut être européen, il faut être citoyen du monde, et moi
je pense que c'est ça, mais je pense que même l'Europe est une province de la planète, que la France est une province de l'Europe, mais je ne nie pas du tout ni l'État national, ni la culture française. Mais ce que je veux dire, c'est que dès que la France s'est constituée comme nation, elle était multiculturelle. Non. Parce qu'il y avait les Flamands, il y avait les Alsaciens, il y avait des gens des peuples qui ne parlaient pas la même langue, mais qui étaient très différents. Attendez, ils ont été francisés en cours de l'histoire. Ils ont été francisés sur 1000 ans, bah oui. Elle est une et multiculturelle. Non, elle est dans la multi-ethnique, elle est pas multiculturelle. Du Maroc, par exemple, le Maroc est multiculturel parce qu'il y a les Berbères, il y a les Français, il y a les autres. Ça c'est multi-ethnique, vous confondez multiculturel et multi-ethnique. Du Brésil. Mais la ça n'a rien à France, voir. Écoutez, il faut comprendre que l'unité va de pair avec la diversité. Eric, on avance. C'est l'unité dans la diversité et la diversité dans l'unité. Messieurs, contrairement à ce que dit Zemmour, vous avez des points de désaccord. Moi, j'en ai relevé au moins, et pas des moindres. Non, mais sur la laïcité, vous ne dites pas exactement la même chose sur la laïcité. Vous tenez, Tariq Ramadan, à distinguer entre laïcité et laïcisme, et Garmorin n'est pas tout à fait sur la même ligne. Alors d'abord, votre définition de la laïcité. Non, oui et non, parce qu'au départ, il a exposé la laïcité, et moi, ce que j'ai mis en évidence, c'est que ce que j'aimerais, ce qu'est la laïcité du point de vue historique et du point de vue légal, c'est l'application égalitaire sans qu'une religion s'impose à l'État, et la gestion égalitaire de tous les cultes. Et ça, je le veux. Je demande à la France de l'appliquer. Ce qui me gêne aujourd'hui, c'est que, eu égard pas simplement à cause de l'islam, à cause de la relation de l'État avec le catholicisme, à cause en l'occurrence de toute la relation qu'il y a même avec le colonialisme, c'est-à-dire cette confusion qu'il y a aujourd'hui entre l'origine arabe ou africaine et l'islam. Et ça, il faut complètement l'opposer. Edgar Morin le dit très très bien, je suis d'accord avec lui sur ce point-là, c'est d'abord des personnes, des individus, donc il ne faut pas les réduire à leur religion. Et on en est arrivé aujourd'hui sur la question de la laïcité, chez certains intellectuels, à confondre le cadre qui devait permettre le pluriel à un cadre stigmatisant qui stigmatise la religion musulmane et qui, pas seulement la religion musulmane, qui voudrait que la laïcité soit finalement une laïcité de combat qui ne veuille plus le religieux, comme si le religieux devait disparaître. Je suis pour la visibilité de tous et non pas la disparition de tous, mais dans un cadre pluriel. Et ce que je veux à l'école, et on en a parlé de cela aussi dans le livre, c'est l'enseignement du fait religieux. Il est important, pourquoi? Parce que quand vous vivez en France aujourd'hui, vous rencontrez des hindous, des bouddhistes, des juifs, des chrétiens, des musulmans, des athées, des agnostiques, et vous leur dites vous êtes libres. On est libre que quand on a la connaissance de la diversité, et faire que cette pluralité se soit dans l'ignorance, ça crée exactement ce que crée Zemmour par son discours, des conflits. Vous avez plus un problème en fait avec votre idée de la France qu'avec... Il va vous répondre, mais d'abord Edgar Morin. Sur cette question de la laïcité. La laïcité, pour moi, elle est fille de la pensée critique et interrogative de la Renaissance, fille des Lumières. Et si vous voulez, la laïcité n'a pu s'imposer qu'en refoulant le pouvoir hégémonique, le pouvoir inquisitorial, le pouvoir prohibitif de la religion. En ce qui concerne la France, c'était le catholicisme. La laïcité, c'est d'abord une conquête de la liberté. Ça, c'est un point principal. Maintenant, je dis que dans la laïcité française, elle a besoin de se ressourcer à sa source interrogative et critique. Pourquoi? Parce que les instituteurs du début du XXe siècle croyaient que la raison, la démocratie, le progrès allaient ensemble par une loi inéluctable de l'histoire. Ils se rendaient pas compte qu'il y avait des maladies de la raison, que la démocratie était fragile, etc., que le progrès n'était pas une loi de l'histoire. Donc il faut régénérer la laïcité. Et en ce qui concerne l'enseignement, comme depuis la préhistoire, il y a des religions, et dans toutes les sociétés, même les plus techniques, il y a des religions, le fait religieux est un fait anthropologique qui nous intéresse sur la société et l'humanité. Alors, voilà ma laïcité. Très bien. Monsieur Morin, quand vous faites l'historique de la laïcité, la Renaissance, les Lumières, je suis tout à fait d'accord avec vous, et vous oubliez simplement que, en fait, elle naît dans le christianisme, dans la phrase de Jésus, il faut rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu, dans l'histoire du Moyen-Âge européen, qui est le conflit entre le pape et le roi, avec ces deux pouvoirs, dans même la naissance du christianisme, qui fait que dans 3 ou 4 siècles, elle ne s'est pas identifiée au pouvoir, puisqu'elle était
dissidente par rapport à l'Empire romain, toutes ces choses-là que n'ont absolument pas connues l'islam, qui a toujours confondu le pouvoir temporel avec le pouvoir religieux, qui n'a jamais connu cette séparation des deux pouvoirs, jamais, et qui en plus a fait une société complètement régie par le Coran, une société religieuse, et qui, je dirais, quand vous dites tout à l'heure, vous dites « je veux la visibilité de tous », ça prouve que vous n'avez rien compris à la laïcité. La laïcité, c'est justement... La disparition de tous. Exactement. Dans le privé. Ça veut dire que... Oui, ça veut donc dire que là... Vous voulez plus d'églises, de synagogues, non, de pas du visites. tout, pas du tout, monsieur Ramadan. C'est ça, l'invisible, c'est non, ça. non, pas du tout. Alors, Ça veut dire... Vous êtes dans la ligne de l'UDC suisse qui dit enlever ce minaret que je ne voulais pas. Absolument. Ah ouais, vous êtes, il fallait me le dire que vous étiez très proche de l'extrême droite. Je suis contre les minarets, absolument, et je vais vous dire pourquoi. Vous êtes très proche de l'extrême droite. Mais c'est pas grave, peu importe des étiquettes, monsieur Ramadan, moi je vous traite pas de diable et d'islamistes militants, et je dis pas que vous mettez des bombes partout. Alors, je m'en moque de vos étiquettes, mais je vais vous dire, au XIXe siècle, quand les juifs et les protestants ont fait des temples et des synagogues, on les a obligés à mettre leurs églises, leurs temples, leurs synagogues dans les immeubles, pour que justement il n'y ait pas de visibilité à l'extérieur. Je ne vois pas pourquoi les mosquées n'auraient pas le même régime. Donc je suis contre les minarets. Attendez, je finis. Et simplement, quand vous nous dites qu'il y a un problème, parce que vous dites que j'ai un problème avec la France et avec l'islam, mais vous avez un problème avec la réalité. Quand vous nous dites, nous n'avons en islam aucun problème avec les principes démocratiques, comme on disait au XVIIe siècle, vous nous la baillez belle. Parce que, dans l'idéal, vous nous inventez un islam qui n'existe pas, qui n'a aucune réalité. Dans la réalité, il n'y a aucun pays musulman qui soit démocratique. Eric, on a compris où tu veux en venir. Non, mais c'est quand même important. Oui. Dans la réalité, c'est... Attendez, mais vous pouvez pas simplifier les choses comme ça. Je simplifie pas. Il n'y a pas de pays... Il y a l'idéal ramadanesque et il y a la réalité de l'islam. D'abord, premier élément, ce que vous dites de l'islam sur le fait de la séparation des autorités, vous devriez peut-être lire un peu Alain de Libera et lire un tout petit peu toute la réflexion qu'il y a... Moi, j'ai lu Bernard Lewis, Bernard Lewis, il dit quel est le problème avec l'islam? Il a un problème avec l'islam, vous êtes deux. Donc maintenant, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer sur cet élément-là, sur l'histoire de la séparation des autorités. C'est aussi vieux que l'islam, et je le dis dans les livres, vous devriez lire d'autres livres. Deuxième élément, c'est sur les questions de... Vous me dites, il n'y a pas de pays majoritairement musulmans qui soient démocratiques, pas il y a de pays arabes. Qu'est-ce que vous dites de... La Turquie. Non mais la Turquie, elle l'est un peu plus. Oui, le Sénégal, c'est pas majoritairement musulman. L'Indonésie, c'est pas majoritairement musulman. Le Malaisie... La Turquie... Mais vous avez une histoire... Vous lisez les livres comme vous regardez Le Monde, c'est-à-dire de façon réductrice pour... confirmer ce que vous vouliez montrer avant. Alors évidemment, quand on regarde Le Monde avec les arguments qu'on avait avant de le regarder, on ne regarde que ce que l'on voulait chercher. Deuxième élément, si je peux me permettre, c'est sur la question de ces principes de la démocratie. Ce que je dis aujourd'hui, c'est que nous devons regarder aussi l'histoire. Je défends, pour ce qui me concerne, un État civil démocratique partout. Mais ce que je veux aussi, c'est que nous, dans le monde arabe, nous soyons autocritiques sur les perversions des dictatures. Aujourd'hui, on n'a pas de démocratie participative. Dans le monde arabe, on a des dictatures participatives. Exemple, l'Algérie aujourd'hui. Mais le problème que j'ai aussi, c'est que ce que j'aimerais, c'est que de là où vous êtes, patriote français, vous ayez le discours critique par rapport au gouvernement français qui a soutenu des dictatures en Tunisie, soutenu des dictatures. Mais parce que c'est ça aussi qui est important. Mais ça, c'est de la géostratégie, j'en ai rien à faire. C'est de la réelle politique. Le général de Gaulle soutenait les dictatures, j'en ai rien à taper. Je ne me soucie pas des régimes à l'étranger, moi. Je me soucie de mon régime en France. Vous venez de me dire qu'il n'y a pas de pays majoritairement musulmans démocrates. Mais ça, c'est parce qu'on discute de l'islam. Contradiction. Non, pas du tout. Interdiction de déborder. Une question pour chacun d'entre nous. Est-ce que les Français de confession musulmane sont démocrates? Il faut leur demander. Je vous le demande à vous. Ils ont un problème avec la démocratie. Moi, je pense que le Coran a un problème avec la démocratie et l'islam. Répondez à la question. Non, les citoyens, si citoyens français, ils peuvent voter. Edgar Morin a la parole. J'en sais rien, moi. Merci de l'avoir reconnu. Nous avons besoin d'un minimum de réflexion historique. Il faut se rappeler que l'Église catholique a été d'une intolérance formidable au Moyen-Âge et même au-delà. Et que dans le fond, c'est en son nom qu'ont été expulsés ou convertis les juifs ou les musulmans un peu partout. Alors qu'à la même époque, l'islam était tolérant pour les chrétiens. Non mais attendez, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que tout ceci doit être historisé. Le stade où nous sommes arrivés, c'est pas le stade où est arrivé l'islam, parce qu'elle a été congelée
par le colonialisme, par l'immobilisme, par tout ça. Elle n'a pas été congelée par le colonialisme, M. Morin. Elle a été congelée par lui-même. L'islam a été congelé par lui-même. C'est les musulmans qui ont décidé de fermer la porte de l'interprétation. De quoi vous parlez? Mais oui, mais vous savez très bien de quoi je parle. Mais vous savez très bien la petite semaine. Il n'est pas fermé. L'Ijtihad n'est pas fermé. Le mot de la fin est pour vous. L'islam est resté immobilisé, congelé historiquement après les grandes époques de Perse, d'Irak, etc., et de Grenade et d'Andalousie. Maintenant, cet état historique, nous l'avons dépassé en critiquant et en dépassant le catholicisme et en affaiblissant la laïcité. Vous faites pas la même chose et avec tous ceux qui veulent, comme Tariq Ramadan, non pas la laïcité, mais qui veulent un système humaniste. Et je viens sur ce mot d'humaniste et qui reconnaît la pleine humanité des autres. Tous ceux qui font un effort pour dire qu'on n'interprète pas littéralement, parce que ceux qui interprètent littéralement la Bible, ils vont justifier le génocide qu'a fait Josué, n'est-ce pas, en massacrant les Cananéens. Je veux dire les textes, on interprète la Bible, on interprète les évangiles, on doit interpréter aussi le Coran. Et bon, mais non, mais voilà. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu directement. Merci, messieurs. Cette réunion des trois monothéismes fut extrêmement stimulante. Je renvoie vers votre livre d'entretien au péril des idées. C'est aux presses du Châtelet. Mais après avoir parlé politique, géopolitique ou laïcité, il est enfin temps d'aborder les choses sérieuses. Le football. C'est l'une des plumes les plus expertes et les plus redoutées du journal L'Équipe. Il vient de faire paraître Petites et grandes histoires de la Coupe du Monde. Mais pourquoi fallait-il inviter Vincent Duluc? La réponse en 5 points et pas un de plus. Développez vos connaissances en regardant votre magazine avec WinDev, logiciel professionnel de développement. Zemmour et Nolot, le retour. L'un a publié La Voix, l'autre donne volontiers de la voix. Tous deux ont compris qu'à débattre sans péril, on dialogue sans gloire. Leur livre d'entretien s'intitule justement Au péril des idées. Nous accueillons Edgar Morin et Tariq Ramadan. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Au péril des idées, c'est aux presses du Châtelet. Alors c'est un livre à part, non seulement par votre personnalité, mais parce que dans ce livre, vous vous inscrivez dans le temps long. On a plutôt l'habitude des intellectuels médiatiques qui interviennent sur les sujets très brûlants, d'actualité. Voilà, c'est un peu au coup par coup. Là, vous prenez beaucoup de hauteur, de surplomb. Est-ce que Tariq Ramadan, vous pensez que c'est ça le véritable rôle de l'intellectuel, en fait, d'être plus dans la spéculation que dans la réaction immédiate? Non, il y a les deux. Il y a les deux, c'est vrai. Je pense là, je parle plutôt de la première partie. Voilà, la première partie, je pense que nous devons faire ce travail-là. Ce qui manque aujourd'hui au débat intellectuel transversalement, je dirais dans tous les pays du monde et en France en particulier, c'est la prise de temps, le temps de la réflexion. Edgar Morin a une mémoire phénoménale, il apporte des éléments qui, comprenant le passé, nous permettent de mieux aborder les questions du présent. Donc il faut ce temps-là et je pense que c'est une nécessité. Ça manque au débat aujourd'hui et puis de temps en temps, nous avons à le faire, réagir aux événements et aux réalités contemporaines. Il faut faire les deux. Edgar Morin, vous êtes sur cette ligne. L'intellectuel doit prendre un peu de recul. Écoutez, moi je pense qu'aujourd'hui, les intellectuels, dans un monde qui est livré aux spécialistes, ou bien au calcul, doivent essayer de traiter les problèmes fondamentaux et globaux de notre temps. Ce qui du reste est très difficile et ils peuvent se tromper. Alors je pense que le rôle est dans ce livre, effectivement, on aborde des questions d'actualité, mais en même temps, on essaye de les inscrire dans une réflexion et dans une pensée. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a une crise de la réflexion, une crise de la pensée. Les experts voient des morceaux de la réalité qui n'arrivent pas à coller et les journalistes sont pris dans l'immédiat. Et voilà donc, je ne dis pas qu'on a réussi, mais je dis que c'est ça, pour moi, la fonction importante des intellectuels. Le malheur s'ils ne sont pas tous à la hauteur de cette fonction. Alors, question subsidiaire avant de lâcher Zemmour sur le livre. Vous savez déjà ce qu'il en pense, il lui a consacré un article. Absolument. Quel effet ça vous a fait d'avoir dialogué avec le diable, monsieur Morin? Parce que vous savez, pour beaucoup, Tariq Ramadan, ici, assis à côté de vous, est le diable, alors. D'abord, pour moi, je ne connais pas de diable, véritablement. Et que même... Ouais, le diable est en nous. Et que le diable est en nous. Vous savez, il y a des conceptions, n'est-ce pas, qui fait que Satan, quand même, il a un bon côté. Dans ce côté négatif, n'est-ce pas,
D'ailleurs, dans la pièce La tragédie de l'homme de l'auteur hongrois Mardach, Dieu à la fin dit « Satan, Satan, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta négativité, de ta critique. » Alors, premièrement. Ensuite, oui, parce qu'il attend une défense plus enthousiaste. Il est déçu. Pour moi, c'était quelqu'un dont je connaissais toutes les critiques, double langage, double pensée, etc. Mais surtout, je pensais qu'il était représenté un courant religieux, je dirais, non pas intégriste, mais disons assez strict. Et moi, je me disais, c'est intéressant de discuter avec quelqu'un qui est coriace, parce que moi-même, je suis parfois un peu coriace. Et donc, j'ai pas trouvé un coriace, ni même un curiace dans ce débat. Et très rapidement, nous avons fraternisé, ce qui a beaucoup étonné Éric Zemmour. Non, ça m'a pas étonné, ça m'a déçu. Parce que, oui, je vais vous dire, parce qu'en fait, le titre, vous auriez dû changer le titre. C'est pas au péril des idées, c'est au confort de la conversation peinard entre amis. Vous êtes d'accord sur tout. Non mais c'est un vrai problème du livre. Autant j'étais d'accord avec vous quand vous dites, et M. Ramadan dit la même chose, il faut prendre de la hauteur, il faut essayer de globaliser les problèmes, parce qu'on règne des experts et des spécialistes. Là, je vous approuve 1000 fois, mais sur le fond, vous êtes d'accord sur tout. Donc il y a une grande déception. Et j'essayais de comprendre, puisque j'ai fait ce papier-là, donc vous voyez, j'étais à découvert, si j'ose dire, avant de vous recevoir. J'essaie de comprendre pourquoi vous étiez d'accord sur tout. Et c'est ça que j'ai essayé de découvrir ça. Et en fait, je crois avoir compris. C'est que ça part de vous, en fait, Monsieur Morin. C'est que, comment vous dire, il ne peut pas y avoir de contradiction à partir du moment où vous n'avez plus d'identité. C'est-à-dire qu'à force de dire être français, ce n'est qu'un adjectif, l'universalisme, qui n'existe plus d'étrangers. À force de dire ça, à force de dire qu'il n'y a plus rien, qu'il n'y a plus qu'un monde comme ça, une planète avec des gens qui s'agitent dessus, et qu'il n'y a plus d'identité, qu'il n'y a plus de nation, qu'il n'y a plus de France, il n'y a plus rien. Et donc, Monsieur Ramadan rentrait comme dans du beurre là-dedans, c'est que c'était facile pour lui, évidemment, mais oui. Vous êtes très paradoxal, parce que tout d'abord, moi j'ai jamais dit qu'il n'y a plus de nation. Moi je crois à la réalité de la nation. Écoute-moi. Moi je n'ai jamais dit que tout le monde est anonyme. Au contraire, dans mes autres œuvres que peut-être vous n'avez pas lues, mon livre par exemple qui s'appelle La Voix, je pense que c'est très et que non seulement la mondialisation, plus elle s'avance, plus on doit respecter les singularités, les territoires. Vous dites quand même vous donnez une image. Vous n'avez pas compris. Ça y est, j'ai pas compris. Non, vous dites comprendre qu'il n'y a pas d'étrangers. Attendez, je vous cite. Comprendre qu'il n'y a pas d'étrangers, c'est pour moi le fondement de tout humanisme régénéré. Pour moi, ça veut dire la mort de la nation. S'il n'y a plus d'étrangers, il n'y a plus de nation. Mais non, mais vous arrivez à des déductions trop hâtives. Dans le fond, Montaigne, représentant typique de la culture française, il a dit, pour moi, tout être humain est un compatriote. Est-ce que vous allez dire à Montaigne, vous êtes un définir... Non, écoutez. Non. Mais il n'était pas dans la mondialisation, Montaigne. Il était Montaigne était un descendant de famille juive convertie, qu'on prend pour un typique. Tariq Ramadan, parce qu'il y avait une question pour les deux. Oui, mais attendez. Oui. Ouais, non, ce que je veux dire. C'est très difficile, mon métier. Un mot. Parce que vous avez mis en cause le titre, Le péril des idées. Vous avez raison. Oui. Alors, c'est vrai que l'éditeur a voulu ce titre, moi j'y croyais pas tellement. Merci. Mais, dans un deuxième temps, je sais que défendre des idées, c'est toujours périlleux. Certes. Et moi, même pour ce livre, à propos de ce livre, j'ai reçu quelques insultes de la part de qui vous savez. Donc, quand même, et puis alors, j'ai pris un certain danger, puisque j'étais soi-disant honorable et que lui est un diable, j'ai pris un certain danger à m'exposer dans ça. Donc, il y a un petit péril. Il ne faut pas exagérer. Réponse de M. Ramadan. 3 points très, très rapides. Le premier, sur le titre, Au péril des idées. La question n'est pas de savoir si nous sommes d'accord ou pas. Le fait que nous soyons d'accord, d'abord, c'est une bonne nouvelle. Moi, je trouve pas. Non, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que ce qui est contenu, le péril des idées, c'est ce sur quoi nous sommes d'accord. Et ce sur quoi nous sommes d'accord, effectivement... Développez vos connaissances en regardant votre magazine avec WinDev, logiciel professionnel de développement. Raymond Renaud, le retour
L'un a publié La Voix, l'autre donne volontiers de la voix. Tous deux ont compris qu'à débattre sans péril, on dialogue sans gloire. Leur livre d'entretien s'intitule justement Au péril des idées. Nous accueillons Edgar Morin et Tariq Ramadan. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Au péril des idées, c'est aux presses du Châtelet. Alors c'est un livre à part, non seulement par votre personnalité, mais parce que dans ce livre, vous vous inscrivez dans le temps long. On a plutôt l'habitude des intellectuels médiatiques qui interviennent sur les sujets très brûlants, d'actualité. Voilà, c'est un peu au coup par coup. Là, vous prenez beaucoup de hauteur, de surplomb. Est-ce que Tariq Ramadan, vous pensez que c'est ça le véritable rôle de l'intellectuel, en fait, d'être plus dans la spéculation que dans la réaction immédiate? Non, il y a les deux. Il y a les deux, c'est vrai. Je pense là, je parle plutôt de la première partie. Voilà, la première partie, je pense que nous devons faire ce travail-là. Ce qui manque aujourd'hui au débat intellectuel, transversalement, je dirais dans tous les pays du monde et en France en particulier, c'est la prise de temps, le temps de la réflexion. Edgar Morin a une mémoire phénoménale, il apporte des éléments qui, comprenant le passé, nous permettent de mieux aborder les questions du présent. Donc il faut ce temps-là, et je pense que c'est une nécessité. Ça manque au débat aujourd'hui, et puis de temps en temps, nous avons à le faire, réagir aux événements et aux réalités contemporaines. Il faut faire les deux. Edgar Morin, vous êtes sur cette ligne. L'intellectuel doit prendre un peu de recul. Écoutez, moi je pense qu'aujourd'hui, les intellectuels, dans un monde qui est livré aux spécialistes ou bien au calcul, doivent penser, essayer de traiter les problèmes fondamentaux et globaux de notre temps. Ce qui du reste est très difficile et ils peuvent se tromper. Alors je pense que le rôle est dans ce livre, effectivement, on aborde des questions d'actualité, mais en même temps, on essaye de les inscrire dans une réflexion et dans une pensée. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a une crise de la réflexion, une crise de la pensée. Les experts voient des morceaux de la réalité qui n'arrivent pas à coller, et les journalistes sont pris dans l'immédiat. Et voilà, donc, je ne dis pas qu'on a réussi, mais je dis que c'est ça, pour moi, la fonction importante des intellectuels. Le malheur, s'ils ne sont pas tous à la hauteur de cette fonction. Alors, question subsidiaire avant de lâcher Zemmour sur le livre. Vous savez déjà ce qu'il en pense, il doit consacrer un article. Absolument. Quel effet ça vous a fait d'avoir dialogué avec le diable, monsieur Morin? Parce que vous savez, pour beaucoup, Tariq Ramadan, ici, assis à côté de vous, est le diable, alors. D'abord, pour moi, je ne connais pas de diable, véritablement. Et que même... Ouais, le diable est en nous. Et que le diable est en nous. Vous savez, il y a des conceptions, n'est-ce pas, qui fait que Satan, quand même, il a un bon côté. Dans ce côté négatif, n'est-ce pas, d'ailleurs, dans la pièce La tragédie de l'homme de l'auteur hongrois Mardach, Dieu à la fin... Quand je dis arrêtez de me dire systématiquement intégrez-vous, regardez ce qui est en train de se passer. Je vous dis pas intégrez-vous, je vous dis assimiler. Non, mais assimiler c'est quoi? Assimiler c'est que je fasse quoi? Je vais vous donner un exemple. Que je ne pratique plus ma religion? Pas du tout. Ou que je change mon prénom? Pas du tout. Vous aimeriez que je m'appelle Eric avec la tête que j'ai? Absolument, par exemple. Oui. Mais moi aussi j'ai une tête. Mais ça c'est un argument bidon, monsieur Ramadan. Non. Moi aussi, j'ai la même tête que vous. Non, concrètement. Monsieur Ramadan, je vais vous donner un exemple concrètement. Sur le marché de l'emploi, des jeunes. Eh ben justement. S'il s'appelait François au lieu de Mohamed, il serait plus en. Je vais vous dire une chose. Que ça vous plaise. Concrètement, ils envoient leur CV. Ils arrivent, ils n'ont pas d'accent. Même ils sont au téléphone. Quand on voit même pas leur prénom, leur faciès, ça marche pas. Et vous le savez très bien. Je veux la réponse d'Edgar Morin. C'est faux, monsieur Ramadan, je ne suis pas d'accord avec ça. J'ai le même faciès que vous, les sémites tous les deux. Je suis désolé. À vous dire que je reprends la formule de Jaurès disant un peu d'internationalisme éloigne du patriotisme et beaucoup d'internationalisme rapproche du patriotisme. Et Jaurès disait la nation est le seul bien des pauvres. Citoyen du monde ne m'empêche pas d'être profondément citoyen français. Ça ne m'empêche pas d'avoir mes ascendances qui sont juives, qui sont espagnoles, qui sont italiennes, mais je suis fondamentalement français, mais j'ai plusieurs facettes dans mon identité. Alors, c'est vrai que la solidarité nationale, mais ça j'ai jamais nié, parce que vous avez caricaturé mon propos. Moi, heureusement que j'ai mes œuvres pour moi. Alors, maintenant, je veux dire que c'est vrai qu'il y a une solidarité, mais nous sommes entrés dans une époque de solidarité de tout le genre humain, nous vivons les mêmes périls, les mêmes problèmes, et ce côté qu'il faut rendre compte. Alors, voilà un petit peu, il faut être européen, il faut être citoyen du monde, et moi
je pense que c'est ça, mais je pense que même l'Europe est une province de la planète, que la France est une province de l'Europe, mais je ne nie pas du tout ni l'État national, ni la réalité, ni la culture française. Mais ce que je veux dire, c'est que dès que la France s'est constituée comme nation, elle était multiculturelle. Non. Parce qu'il y avait les Flamands, il y avait les Alsaciens, il y avait des gens des peuples qui ne parlaient pas la même langue, mais qui non, étaient très différents. Attendez, ils ont été francisés en cours de l'histoire. Ils ont été francisés sur 1000 ans, bah oui. Elle est une et multiculturelle. Non, elle est dans la multiethnique, elle est pas multiculturelle. du Maroc, par exemple, le Maroc est multiculturel parce qu'il y a les Berbères, il y a les Français, il y a les autres. Ça, c'est multiethnique, vous confondez multiculturel et multiethnique. Du Brésil. Mais la ça n'a rien à France, voir. Écoutez, il faut comprendre que l'unité va de pair avec la diversité. Eric, on avance. C'est l'unité dans la diversité et la diversité dans l'unité. Messieurs, contrairement à ce que dit Zemmour, vous avez des points de désaccord. Moi, j'en ai relevé au moins, et pas des moindres. Non, mais sur la laïcité, vous ne dites pas exactement la même chose sur la laïcité. Vous tenez, Tariq Ramadan, à distinguer entre laïcité et laïcisme, et Garmorin n'est pas tout à fait sur la même ligne. Alors d'abord, votre définition de la laïcité. Non, oui et non, parce qu'au départ, il a exposé la laïcité, et moi, ce que j'ai mis en évidence, c'est que l'idée, à partir du moment où on est musulman, on a un problème avec la France. C'est vous qui avez un problème avec les deux. Monsieur Ramadan, Nolo a raison, vous pouvez prendre ma place, parce que c'est exactement les deux thèmes que je comptais aborder avec vous. Donc le premier, vous dites à un moment, lorsqu'on vient me dire, oui, vous les occidentaux musulmans, il faudrait que vous vous intégriez enfin, je réponds, ça suffit, je suis chez moi, je n'ai pas à être intégré. On a compris que vous parliez vous pour la Suisse et que vous parliez pour en Occident en général. Sauf que c'est vous, je trouve, qui avez un problème. Et je vais vous expliquer très bien. Normalement, une nation, c'est pour ça que je m'en suis d'abord pris à Monsieur Morin, parce que je pense qu'une nation... Non, attendez. Normalement, il y a une nation, ça veut dire qu'il y a une solidarité nationale et qu'on se sent solidaire et que ça ne veut pas dire qu'on déteste les étrangers, qu'on leur fait la guerre. Ça veut dire que on n'a pas la même solidarité avec les nationaux qu'avec les étrangers. Et que les nationaux, et c'est là où je ne suis pas d'accord avec vous, pardonnez-moi, la France, c'est un pays qui a reposé sur l'assimilation. C'est-à-dire qu'on devenait le même. À partir du moment où il y a un autre qui est sur notre sol, qui est un étranger, il a le droit d'être l'autre et de rester l'autre, seulement il n'a pas le droit de demander les mêmes droits que le même. C'est exactement ce que vous faites. Vous nous dites, moi je veux rester l'autre, vous comprenez, j'ai une culture brillante, 1000 ans derrière moi, je veux rester l'autre. Je ne veux pas m'assimiler. Oui, c'est ce que vous dites. Quand vous dites on n'a pas à s'intégrer. C'est une lecture zémorienne de choses que je n'ai jamais dit. Pas du tout. Quand vous dites je n'ai pas à m'intégrer. Vous avez une capacité de lire avec votre esprit des choses qui n'ont jamais été dites. C'est normal, c'était pour ça. Monsieur Ramadan. Attendez. Alors écrivez un livre sous mon nom. Non. Quand vous dites, je réponds, ça suffit, il faudrait que vous vous intégriez, je suis là. Vous n'êtes pas, ça ne suffit pas. Non, vous ne pouvez pas être à la fois l'autre et le même. Écoutez. Mais non, c'est pas trop. Je suis désolé, c'est un problème fondamental. Je rappelle que les invités sont là. Bah oui, en l'occurrence, il n'y a jamais dans mon discours une question de l'autre qui est le même. Mais non, mais laissez-moi terminer. Bah non, mais parce que c'est faux. Ah, vous savez mieux que moi ce que je pense. Moi, je vous lis. Non, vous me dites que je n'ai jamais dit. Monsieur Morin. En l'occurrence, laissez-moi terminer. La première des choses, c'est que quand je dis je suis déjà intégré, je suis déjà chez moi, qu'est-ce que je dis? Je dis que la citoyenneté, elle est acquise, le respect de la loi commune est acquis, et que ce que je veux aujourd'hui, c'est qu'on applique, par exemple, la laïcité pour tous de façon égalitaire. Et que sur le plan, laissez-moi terminer, sur le plan du travail, sur le plan de voilà ce que je veux dire, et qu'aujourd'hui, l'histoire commune de la France, c'est des mémoires plurielles qu'il va falloir reconnaître. Oui, vous ne pouvez plus. Non, mais je suis pas d'accord. Excusez-moi, je suis pas d'accord avec vous. Non, mais parce que vous faites en fait un blocage sur la mémoire de Français qui sont français autant que vous, qui sont juste immigrés de moins longue date parce que vous êtes aussi immigrés et qui ont intégré à la mémoire française, la mémoire de l'Algérie, du Maroc et autres. Et ça fait partie de la France. Ça c'est un. Donc il n'y a pas d'autre. Ça c'est la France. C'est vous qui décrivez l'autre parce que vous avez réduit la France. Deuxième élément. J'ai pas terminé. Deuxième élément qui me paraît aussi déterminant ici, c'est que Satan, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta négativité, de ta critique. Alors, premièrement. Ensuite, oui, parce qu'il attend une défense plus enthousiaste. Il est déçu. Pour moi, c'était quelqu'un dont je connaissais toutes les critiques, double langage, double pensée, etc. Mais surtout, je pensais qu'il était représenté un courant religieux, je dirais, non pas intégriste, mais disons assez strict,
Et moi, je me disais, c'est intéressant de discuter avec quelqu'un qui est coriace, parce que moi-même, je suis parfois un peu coriace. Et donc, j'ai pas trouvé un coriace, ni même un curiace dans ce, dans ce débat. Et très rapidement, nous avons fraternisé, ce qui a beaucoup étonné Éric Zemmour. Non, ça m'a pas étonné, ça m'a déçu. Parce que, oui, je vais vous dire, parce qu'en fait, le titre, vous auriez dû changer le titre. C'est pas au péril des idées, c'est au confort de la conversation peinard entre amis. Vous êtes d'accord sur tout. Non mais c'est un vrai problème du livre. Autant j'étais d'accord avec vous quand vous dites, et Monsieur Ramadan dit la même chose, il faut prendre de la hauteur, il faut essayer de globaliser les problèmes, parce qu'on règne des experts et des spécialistes. Là, je vous approuve 1000 fois, mais sur le fond, vous êtes d'accord sur tout. Donc il y a une grande déception. Et j'essaie de comprendre, puisque j'ai fait ce papier-là, donc vous voyez, j'étais à découvert, si j'ose dire, avant de vous recevoir. J'essaie de comprendre pourquoi vous étiez d'accord sur tout. Et c'est ça que j'ai essayé de découvrir ça. Et en fait, je crois avoir compris. C'est que ça part de vous, en fait, Monsieur Morin. C'est que, comment vous dire, il ne peut pas y avoir de contradiction à partir du moment où vous n'avez plus d'identité. C'est-à-dire qu'à force de dire être français, ce n'est qu'un adjectif, l'universalisme, qui n'existe plus d'étrangers, à force de dire ça, à force de dire qu'il n'y a plus rien, qu'il n'y a plus qu'un monde comme ça, une planète avec des gens qui s'agitent dessus, et qu'il n'y a plus d'identité, qu'il n'y a plus de nation, qu'il n'y a plus de France, il n'y a plus rien. Et donc, Monsieur Ramadan rentrait comme dans du beurre là-dedans, c'est que c'était facile pour lui, évidemment, mais oui. Vous êtes très paradoxal, parce que tout d'abord, moi j'ai jamais dit qu'il n'y a plus de nation. Moi je crois à la réalité de la nation. Écoute-moi. Moi je n'ai jamais dit que tout le monde est anonyme. Au contraire, dans mes autres œuvres que peut-être vous n'avez pas lues, mon livre par exemple qui s'appelle La Voix, je pense que c'est très important. Et que non seulement la mondialisation, plus elle s'avance, plus on doit respecter les singularités, les territoires. Je pense que non. Vous dites quand même vous donnez une image. Vous n'avez pas compris. Ça y est, j'ai pas compris. Non, vous mais je vais vous vous dites dire. Comprendre qu'il n'y a pas d'étrangers. Attendez, je vous cite. Comprendre qu'il n'y a pas d'étrangers, c'est pour moi le fondement de tout humanisme régénéré. Pour moi, ça veut dire la mort de la nation. S'il n'y a plus d'étrangers, il n'y a plus de nation. Mais non, mais vous arrivez à des déductions trop hâtives. Dans le fond, Montaigne, représentant typique de la culture française, il a dit, pour moi, tout être humain est un compatriote. Est-ce que vous allez dire à Montaigne, vous êtes un type qui dit... Non, écoutez. Non. Mais il n'était pas dans la mondialisation, Montaigne. Il était dans la Montaigne était un descendant de famille juive convertie, qu'on prend pour un typique français. Ramadan, parce qu'il y avait une question pour les deux. Mais attendez. Ouais, non, ce que je veux dire, c'est très difficile, un mot, parce que vous avez mis en cause le titre, le péril des idées, vous avez raison. Alors, c'est vrai que l'éditeur a voulu ce titre, moi j'y croyais pas tellement, mais dans un deuxième temps, je sais que défendre des idées, c'est toujours périlleux. Et moi, même pour ce livre, à propos de ce livre, j'ai reçu quelques insultes de la part de qui vous savez. Donc, je quand même... Et puis, alors, j'ai pris un certain danger, puisque j'étais soi-disant honorable et que lui est un diable, j'ai pris un certain danger à m'exposer dans ça. Donc, il y a un petit péril. Il ne faut pas exagérer. Réponse de M. Ramadan. Trois points très rapides. Le premier, sur le titre, au péril des idées. La question n'est pas de savoir si nous sommes d'accord ou pas. Le fait que nous soyons d'accord, d'abord, c'est une bonne nouvelle. Moi, je trouve pas. Non, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que ce qui est contenu, le péril des idées, c'est ce sur quoi nous sommes d'accord. Et ce sur quoi nous sommes d'accord, effectivement, ce sont des idées qui sont pas dans l'air du temps et qui provoquent d'ailleurs votre réaction, qui sont plus dans l'air du temps, malheureusement. Malheureusement. Je vais venir. Mais par exemple, pour illustrer votre propos. Non, simplement ce qui vient d'être dit. Mais je vais y venir de toute façon. Laissez-moi terminer. Premier élément, c'est que nous sommes d'accord sur un certain nombre de thèses. Sur la question de la France, sur la question du fait, justement, de pouvoir dire, avant même que l'on construise une idée de la nation qui soit fermée, reconnaissons la communauté de notre humanité. C'est ça que veut dire. C'est une évidence. Non. Mais c'est dans la Bible.
tous les gens viennent d'Adam. Voilà. Non, je ne vous parle pas de cette évidence-là. Je vous parle du fait que votre propos sur la nation française est un propos qui est exclusiviste. Vous êtes dans le rejet. On va en parler, alors, je vous attends, ne vous inquiétez pas. Moi aussi. Allez-y, je vous en prie. Mais vous m'avez déjà trouvé, ne m'attendez pas. Donc en l'occurrence, ça c'est un premier élément. Le deuxième élément, qui concerne ce que vous avez mis en évidence par rapport à le double problème que vous avez. Vous avez un double problème, c'est d'abord la compréhension que vous avez de la France et comment vous imaginez, vous, la nation. Et là, il y a un vrai problème, c'est-à-dire que vous monopolisez une idée de la France que vous pensez être la seule qui soit possible. Et attendez, laissez-moi terminer. Et donc, en l'occurrence, aujourd'hui, la France, ça n'est pas votre traduction seulement. C'est une France aujourd'hui qui est plurielle au niveau des mémoires, diverse au niveau des identités et qui doit être celle qui permet la coexistence. Ça, c'est un. Et l'autre problème que vous avez, donc vous voyez, vous avez un double problème, là, en l'occurrence, c'est la compréhension de l'islam. Et vous avez... Non, je ne vous psychanalyse pas, je vous déconstruis, ce qui est encore pire. Et en l'occurrence, ici, c'est l'idée que vous avez de l'islam.